Effectivement, on va continuer avec notre panorama du retour aux basiques de la small data. Effectivement, beaucoup de sujets quand on met ce mot data. Et effectivement, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire en termes de data marketing, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup maintenant concrètement. On aimerait bien voir les choses venir. Alors, dès 2017, c'était il y a 5 ans, on nous disait la data, c'est le nouveau pétrole. Alors c'est super, le pétrole en brut, mais enfin il faut le raffiner et on voit qu'en ce moment le prix a légèrement augmenté. Donc c'est bien d'avoir de la valeur latente ou potentielle. On voit bien que c'est pas évident. C'était déjà il y a quelques années, en 5 ans, on a vu la capitalisation des GAFA quasiment doubler ou prendre 20 ou 30%. Depuis, c'est encore bien plus et ça continue d'accélérer avec l'effet Covid. Donc on voit bien que demain, être data-driven, c'est un asset qui finalement bénéficie. Alors un asset, il faut avoir la technologie, il faut avoir les équipes, il faut avoir le business model. Mais en tout cas, ça permet de booster la rentabilité et les profits des entreprises qui sont les plus avancées là-dessus. Ça montre bien que finalement, les entreprises industrielles face à des entreprises logicielles ont plus de mal à scaler, ont plus de mal à se déployer et à se rentabiliser. Alors évidemment, collecter des données clients, c'est bien, mais on voit bien qu'on a tous envie de donner son consentement et de comprendre si nos données sont bien protégées. En échange de ces données, on veut de plus en plus de personnalisation ou davantage. Dans certains cas, on peut avoir un certain manque de confiance par rapport aux abus de certains. On ne parlera pas, par exemple, des SMS qu'on reçoit tous pour le CPF en ce moment sur nos téléphones. Voilà, on a déjà l'impression qu'il y a un certain abus de certains mauvais acteurs. Ce sujet de l'échange de valeur et puis ce volume et de variété de données qui explose et qui est loin de rendre les choses évidentes à traiter. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire en marketing ? Avec de la donnée, on peut faire du cross-selling ou de l'upselling en se disant tiens, je sais que les gens avec ce profil ont déjà acheté ça ou pourraient acheter ce produit complémentaire et on va leur proposer. C'est un petit peu ce que vous avez sur les écrans digitaux chez McDo, quand on va vous proposer le dessert en plus, le café en plus. Voilà, donc là c'est du digital in-store, c'est ce que vous allez avoir sur les sites e-commerce en disant chez Amazon, les gens qui ont déjà acheté ce produit ont souvent acheté ce produit avec. Ça c'est assez simple à faire. Mais on peut aller beaucoup plus loin avec le prédictif, où là l'idée c'est d'essayer d'anticiper les besoins, les envies, le churn, par exemple, de nos clients, et tout ça, ça se structure, ça s'organise. Il ne suffit pas d'avoir un algorithme ou du machine learning, il y a toute une notion de stratégie, de setup, d'entraînement, et puis d'exploitation et d'affinage derrière. Alors, évidemment, on peut faire plein de choses avec cette data. On va dire que sur le ciblage, ça commence à être un sujet où les entreprises se sentent de plus en plus matures. Ça fait quand même un moment qu'on essaie de faire aller au moins du one-to-few à défaut de faire du one-to-one. Maintenant, faut-il encore que les données soient bonnes ? Parce que la difficulté, c'est bien beau de vouloir faire des cibles ou des segments. Faut-il encore qu'on ait bien intégré, qu'on ait bien qualifié, qu'on ait bien segmenté nos bases avec des données qui sont correct. Et correct pourquoi ? Demain, pour aller optimiser son own media, son paid media, son earned media. Le paid media, c'est tout ce qu'on peut faire en achat média sur le on et le off. Le own media, c'est tous nos supports de communication, notre packaging, notre vitrine, nos bases de données d'email. Le earned media, finalement, c'est à la fois les relations presse, les influenceurs, le bouche à oreille, les avis clients sur les réseaux sociaux. Et on voit que de plus en plus, par exemple, on va pouvoir allier DMP, Data Management Platform, et achat de mots-clés, par exemple. Donc, toute la difficulté, finalement, c'est de trouver les bons stacks techno, les bonnes tactiques et, on va dire, de piloter ces outils pour aller atteindre un objectif qui peut être un objectif de conversion, qui peut être un objectif d'augmentation du panier moyen, de la fréquence d'achat. On va peut-être aussi travailler sur son propre média, donc son site web, son application, sur la compréhension du parcours client. Et donc là, on peut utiliser de l'eye tracking, ou chez Content Square, on peut faire la même chose avec la souris, mais l'idée, c'est de comprendre le parcours, comprendre finalement les points de rupture, les points de blocage dans le parcours client ou dans les parcours des clients pour comprendre finalement, est-ce qu'on change un titre, est-ce qu'on change une couleur, est-ce qu'on change une disposition ou un visuel. Et c'est là où je le disais hier, c'est plein de petites batailles. Finalement, la data, ça permet d'optimiser si on est un peu besogneux.
pourcent après pourcent, finalement, les choses qui vont permettre de mieux performer. Et même sur le earned media, de plus en plus, au-delà de la pige qu'on peut faire ou du social listening, on va avoir des outils de plus en plus sophistiqués qui vont nous permettre de quantifier, de qualifier, de mesurer, de transformer en ROI, finalement, les avis clients, la e-réputation, les retombées dans les médias sociaux. Un autre sujet qui est important, c'est le marketing mix modeling, le MMM. C'est de se dire, finalement, c'est bien beau, maintenant qu'on parle d'omnicanalité, j'ai plein de leviers, ils ont été démultipliés, et donc j'ai de plus en plus de mal à mesurer, et c'est pas nouveau, sauf que ça s'est plutôt amplifié et complexifié, finalement, l'impact, le rôle, la performance de chaque levier marketing. Alors on peut prendre le dernier clic, mais finalement tout le travail qu'on a fait avant en branding, en notoriété, il est aussi important. Ou peut-être que les gens sont d'abord allés en magasin et finalement à la fin ils ont cliqué sur un AdWords. Est-ce que ça enlève la valeur du magasin? Certainement pas. Donc c'est important désormais de mettre en place une stratégie d'MMM pour vraiment comprendre le ROI de chaque levier. Le rôle, la part finalement de chaque levier pour pouvoir optimiser ces investissements en se disant en fait il faut que je mette un peu de télé mais un peu de search et puis tiens un petit peu de mobile et hop je vais remettre et à quel moment et pour quelle cible. Si on le fait bien, on dépensera moins là où finalement c'est le moins utile, on dépensera mieux et plus là où ça transforme le mieux. On veut découvrir ces moteurs de vente, prédire les performances futures, comprendre et mesurer les ROI et optimiser ses budgets marketing. Donc beaucoup de bénéfices, mais loin d'être simple effectivement à mettre en place. Et pourtant, certains le font, ou certains en tout cas travaillent à optimiser des choses. Et on se rappelle par exemple d'Artefact qui était venu avec SFR Red, enfin Red by SFR, nous expliquer voilà, comment sur Google, ils ont commencé déjà à scanner, analyser pour pouvoir optimiser leurs dépenses marketing. Alors évidemment, on a de plus en plus de canaux et de plateformes digitales, on a de plus en plus d'outils, la DMP, la CDP, le CRM, les plateformes d'achat média, donc les web analytics. Et puis, est-ce qu'on a les équipes en nombre, ou est-ce qu'on a les compétences, les expertises, ou est-ce qu'on a d'ailleurs fait travailler des équipes ensemble? Des fois, on a une équipe CRM qui ne parle pas à l'équipe digitale, qui ne parle pas à l'équipe achat média ou à l'agence média, ou à l'équipe social média. Donc, on voit bien, voilà, il y a toute une réflexion à avoir par rapport aux objectifs business qu'on veut, pour mettre en place les plateformes, les outils et les équipes et les process, pour pouvoir avoir cette vision globale où, idéalement, en tant que directeur marketing, ou CDMO, ou DG, j'ai envie d'avoir une compréhension de mes leviers, de leur rentabilité, de savoir où je mets mon investissement. Alors le ciblage, évidemment, on peut l'améliorer. Quand on veut générer des leads de qualité, aujourd'hui, on peut très bien faire de l'inbound marketing. Je vais créer du contenu qui attire certains types de cibles, ou de l'outbound. Donc là, je vais faire des campagnes d'achat média ou d'emailing. Je vais essayer d'automatiser un certain nombre de process. On voit bien que l'enjeu, si je veux être présent sur plus de canaux, dans plus de formats, il va falloir que j'automatise certaines tâches. Je dois rester évidemment centré autour du ou des clients. Et puis, je vais certainement utiliser de plus en plus d'IA pour, on va dire, automatiser ou accélérer la production de contenu. Alors, ma cible, je peux faire les choses simplement, de manière logique, en me disant, bon, OK, par rapport à ma population, socio-démo ou autres critères. Ou à l'inverse, je peux utiliser l'IA qui elle-même va m'inventer des segments auxquels je n'avais pas pensé ou me trouver des jumeaux statistiques. Et donc, c'est finalement elle qui va me dire, en fait, tu ne savais pas, mais il y a 22 segments. Et t'imaginais pas qu'en croisant tel critère et tel critère et tel critère, tu as un super segment qui surperforme sur tel levier ou sur tel produit et tu n'y as même pas pensé. Donc là, on va vraiment dépasser on va dire, les segmentations de base auxquelles on aurait pu penser. Et là encore, on avait eu un témoignage d'Ubisoft avec Artefact qui nous parlait du marketing de l'attente. Face à l'attente d'un nouveau jeu, on va recibler, sous-segmenter sa population avec des activations différentes, avec des créations différentes, des messages différents. Et effectivement, derrière tout ça, on va essayer de mesurer les choses. Est-ce qu'on a généré du trafic supplémentaire? Est-ce qu'on a converti, donc son taux de conversion? Est-ce qu'on connaît son coût d'acquisition par prospect ou par vente? La valeur de vie d'un client, l'image de marque, il y a plein d'indicateurs et c'est là où c'est intéressant. Moi, je vois quelques clients des fois qui me disent on veut augmenter nos ventes en e-commerce. Ça, ce n'est pas un objectif, c'est un macro-objectif. Est-ce que vous voulez augmenter le panier moyen? Est-ce que vous voulez augmenter la fréquence d'achat? Est-ce que vous voulez aller chercher des personnes non clientes et les faire devenir clientes? Vous voyez, si on n'est pas assez précis
dans son brief auprès des agences ou des plateformes, le risque, c'est qu'on a tous compris quelque chose de différent et du coup, on ne va pas aller dans le même sens et à la fin, on va être frustré parce qu'on aura tous atteint des objectifs, mais pas les mêmes. Il y a le sujet de la personnalisation, évidemment, en se disant que finalement, on n'a ni la même page d'accueil de Google, ni la même page d'accueil d'Amazon, ni le même flux ou feed sur Facebook ou le catalogue iTunes. Et finalement, alors je n'ai pas retrouvé la source, mais quelqu'un qui nous disait que chaque smartphone est unique 2 minutes après son premier démarrage. Avant, on créait un modèle de smartphone pour chaque usage, un pour travailler, un pour le multimédia. Nokia lançait 44 smartphones par an. Aujourd'hui, on a un smartphone et chacun le customise avec les applications qu'il a envie d'utiliser. Et donc, effectivement, demain, c'est d'aller vers de l'ultra-personnalisation. C'est de se dire, je fais la même campagne, mais chacun va avoir une déclinaison de cette campagne différente. C'est Decathlon qui était venu nous montrer comment, en utilisant ce qu'on appelle la DCO, la Dynamic Creative Optimization, en bas, par exemple, le même spot, en fonction de la cible, le message va être anglais un petit peu différemment. À gauche, vers des mères de famille, à droite, vers des amatrices de sport cardio à la maison. Donc des fois, ça peut être juste une variation de message, dans le montage, dans les visuels. Et effectivement, on arrive, en adaptant le message à la cible, à avoir, on va dire, une conversion bien meilleure. Et ça, on a des outils qui sont en train d'arriver, des plateformes qui sont en train d'arriver, qui nous permettent demain de faire 10, 20, 30, 40, 160, 1200 déclinaisons d'une campagne différentes en termes d'arguments, en termes de visuels, en termes de montage, pour aller vraiment chercher la meilleure performance et la meilleure transformation. On voit là ici chez Decathlon, par exemple, qui va adapter son message en fonction de l'emplacement de l'utilisateur et de la météo. Parce qu'aller vendre des rollers le jour où il pleut, ce n'est pas forcément la meilleure idée. On l'avait déjà vu il y a quelques années avec Parc Astérix, et qui effectivement coupait ses campagnes les jours de pluie, parce qu'a priori, il y a peu de chances qu'on aille dans un parc d'attractions, ou qui ne faisait pas de pub pour des gens à plus de 100 km de leur parc d'attractions, parce qu'a priori, il y a peu de chances que ça convertisse. Donc vous voyez, en utilisant tous ces critères-là, on va pouvoir vraiment gagner en intelligence, gagner en performance, et on va dire satisfaire plus le client. D'ailleurs, on peut parler de la géolocalisation, puisque là, il y a plein de choses à faire, et on retrouve de plus en plus ce critère de segmentation-là chez Facebook, chez Google, chez Instagram, chez Bing, ou même chez Waze, où finalement, on va pouvoir faire des campagnes pour une audience très ciblée, qu'on a peut-être du mal à toucher habituellement. Alors on aurait pu faire du 4x3, mais c'est un peu long à lancer comme campagne. Et donc là, quand les gens font une recherche d'adresse, on va pouvoir avoir une petite mise en avant, ou quand on s'approche d'un point de vente, par exemple, on va pouvoir faire remonter une offre et aller toucher ces conducteurs. On peut, pourquoi pas aussi, aller sur les podcasts et l'audio digital. C'est Auchan qui s'y est mis en achetant des petits messages publicitaires dans Spotify. C'est coupures publicitaires, c'est un peu le spot radio 2.0. Et donc là, on va pouvoir personnaliser les contenus en fonction de la zone de chalandise. Donc on n'aura peut-être pas le même message à Marseille ou à La Rochelle. Donc là, à nous d'être créatifs. La donnée, c'est bien, mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec pour imaginer des stratégies, des tactiques et des créations un tout petit peu différentes. Bref, j'ai envie de dire, vous voyez le terrain de jeu, vous voyez la boîte à outils, il y a vraiment plus que ce qu'on est capable, de se payer et d'avoir le temps d'utiliser. Maintenant, on retourne finalement au vrai boulot du marketeur, c'est de choisir. C'est de se dire, dans le champ des possibles, on a énormément de possibilités, à nous de choisir les bons outils, les bons partenaires, agences médias, plateformes, pour faire son stack Martech ou AdTech, pour envoyer les bons messages, sans oublier quand même le bénéfice client, et puis d'être un peu créatif, ça gâche rien, malgré tous ces outils, finalement, c'est comment on sort du lot, comment, oui, on fait passer son message, mais si il peut être, on va dire, bien reçu, bien vécu, et le plus personnalisé possible, on aura tout gagné. Voilà, je vous laisse pour continuer cette matinée avec plein de nouveaux cas pour vous nourrir et aller plus loin sur toutes ces problématiques. Merci à vous.